Devenir propriétaire à plus de 50 ans, est-ce encore possible? C'est la question qu'on se pose dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et pour ce nouvel épisode, évidemment, on retrouve notre belle bande d'experts avec notre queen Evelyne Hill. Bonjour. Hola. Le millionnaire, maintenant on peut l'appeler comme ça. Monsieur Ken Van Petegem qui a pété sur les réseaux sociaux. Bravo, félicitations Ken. Merci beaucoup, merci. On te retrouve, comment ça va? Ça va, très bien, très bien. J'ai l'impression de te voir tout nu aujourd'hui. Où est ton nœud papillon? Je l'ai laissé dans son cocon. C'est beau. Et en plus, ta vanne. millionnaire et poète, c'est incroyable. Et puis on retrouve évidemment l'homme venu de Liège, avec son bel accent. C'est Anthony Urbain. Comment ça va Anthony? Tout va bien, tout va bien. Comme quelqu'un qui me dit Liège, comme te dis quoi. Alors Evelyne, c'est ton moment toi aujourd'hui dans cet épisode, Oui. puisqu'on va parler donc de devenir propriétaire à plus de 50 ans. Tu es la principale concernée autour de cette les table. boomers. Hein, évidemment, mais tu fais 20 ans, on le sait. Oh, je te tu es remercie. magnifique Evelyne. Bon, posons directement le constat, ne perdons pas de temps. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui à plus de 50 ans de devenir propriétaire? Un premier tour de table, Ken. Je pense pas, ça dépend, quel que soit l'âge, en fait, des revenus et des capitaux que tu as. Donc la question n'a rien à voir avec l'âge, c'est plutôt tes revenus et tes capacités financières. Mais c'est vrai que dans les médias, on voit beaucoup de titres, hein, l'accès à la propriété pour les jeunes, l'accès à la propriété pour les vieux, on va dire. Donc c'est un vrai débat, Evelyne. Ah, moi, je trouve ça compliqué, par contre. Attends, moi, j'ai des clients à 45 ans, ils veulent devenir propriétaires, ils sont dépités parce qu'ils voient les prix, ils n'ont pas... 45 ans. 45 ans, Ok. oui. Vraiment, il y a urgence, là. Hein. Quand t'as 45, Oula. 50 ans, il faut se secouer. Bon, l'homme qui parle aux banques, quel est le constat que toi tu fais aujourd'hui pour les plus de 50 ans? Moi, je te dirais que tout est possible. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Tu veux démarrer cette émission là-dessus, sur cette intervention incroyable? Ouais, mais pas en néerlandais. Tu feras pas le million avec cette intervention, je te le dis sur les réseaux sociaux. mais en même temps, tu me fais parler néerlandais. Qu'est-ce que tu veux que j'atteigne quoi que ce soit pour parler en néerlandais? Bon bah forcément, Evelyne, je crois que tu as lancé le premier débat. On parle des plus de 50 ans, mais finalement, s'il fallait fixer un âge, quel est l'âge aujourd'hui à partir duquel ça devient difficile vraiment de devenir propriétaire, c'est-à-dire au final avoir l'accès aux banques, Ouais. au financement, Ken, pour toi? Il n'y a pas d'âge, comme je t'ai dit. Vraiment, tout à ok, l'heure, tu restes là-dessus? Ouais, je reste là-dessus. Après, si t'as 80, c'est un peu tard, tu vois. Ah non, mais Mais- voilà, mais c'est ça qu'on veut savoir. Aujourd'hui, donc toi, tu mets 80, pour toi, là, ça devient compliqué. Je conseille d'être propriétaire avant, tu vois. Ouais. C'est un peu tard pour s'en rendre compte. De toute façon, à 80, en vrai, dans quelques années, tu vas être en maison de repos. ou, tu vois. Donc, c'est un peu tard pour y penser. Mais le plus tôt possible, c'est le mieux. Donc, en vrai, si à 50 ans, c'est pas encore fait, faut le faire. Ouais. Il faut prévoir ça avant. C'est vrai qu'à 50 ans, parfois on profite d'un petit pécule particulier de la société dans laquelle on a travaillé. On a peut-être envie, je sais pas moi, de se lancer dans une nouvelle aventure. On a de l'argent au frais. Bah, c'est le moment d'investir. 50 ans, Anthony. Ce qu'il y a en fait, c'est que là où je rejoins un peu Ken, c'est que au plus tu fais ça tôt, au plus tu as de possibilités, ou plus tu as de mécanismes, si je peux dire ça, que tu peux utiliser. Effectivement, quand tu as 80 ans, ça devient un peu compliqué parce que tu as déjà pris ta pension, tu t'es déjà avancé dans la vie, et puis tu n'as peut-être pas aussi envie de te relancer dans une aventure immobilière, faut être honnête. Ok, alors je vais poser la question différemment parce qu'on tourne un peu en rond. Les banques. Elles ouvrent leurs portes facilement, difficilement. Mais voilà, dites les choses. Alors, les quoi. courtiers, Evelyne, je sens que tu as envie de t'exprimer. Oui, toi, à 50 voilà. ans et plus, si vous êtes boomer comme moi, allez voir les courtiers parce que les banques sont en général assez strictes, ont des canevas plus rigides. Les courtiers, là, ils sont beaucoup plus créatifs. Alors là, on va faire une petite parenthèse. Banque, courtier, rapidement, Anthony, c'est quoi la diff? Et qu'est-ce que le courtier peut faire que la banque ne peut pas faire? En fait, si tu veux, les banques, je l'avais déjà dit dans un épisode, mais si tu veux, les banques sont liées aux produits que la banque propose, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent proposer que ce que la banque veut, et si tu ne rentres pas dans les clous, tu rentres pas dans leurs clous, puis point barre. Un courtier va plutôt être créatif, si je peux dire ça, et a accès à d'autres banques que les banques classiques que tout le monde connaît, pour pas citer de nom. Ken, tu as été banquier aussi dans une autre vie. Ouais. Ton quotidien, tu sentais qu'il y avait quand même un peu de réticence vis-à-vis des personnes plus âgées? Dans les banques classiques, c'est difficile d'aller emprunter après tes 75 ans. Ok. Donc en réalité, la dernière année où tu peux emprunter dans une banque classique, c'est aux alentours des 65 ans. Ok. Parce que les banques te prêtent pour 10 ans minimum, tu vois. Et donc, tu vas jusqu'à tes 75 ans, 78 pour certaines banques. Dans les banques classiques. Après, comme disait,
Anthony, tu peux aller chez des courtiers et il y a moyen d'aller peut-être un petit peu plus loin si tu as une belle pension. Et encore si tu es en bonne santé, parce que là on parle de quelqu'un qui n'est pas encore propriétaire, qui n'a peut-être pas de garantie à mettre, mais si tu n'as pas une santé flamboyante, je vais y arriver, difficile pour assurer le crédit. Enfin, il me semble que ça devient de plus en plus compliqué. Alors justement, c'est là où il y a des solutions qui existent. Donc la première chose, c'est que faut savoir que la solde restendue n'est pas toujours obligatoire. Ça, c'est une première chose. Tu vas le ressentir sur le taux parce qu'il sera un peu plus élevé. Mais par contre, notamment, on en parlait tout à l'heure, tu parlais de mécanismes, etc. Certaines personnes qui ont justement un certain âge ont peut-être ce qu'on appelle une assurance groupe. Donc c'est une espèce d'assurance qui est payée par ton employeur. Et dans cette assurance groupe, tu peux avoir de la pension, de la validité, mais notamment du décès. Et donc ce qu'on fait nous par exemple dans certains cas, c'est qu'on utilise les capitaux d'essai qu'il y a dans cette assurance-là, qui sont déjà prévus si tu veux, et on s'en sert pour couvrir le bien. Ce qui est cool, c'est que c'est payé par l'employeur. Donc on est tranquille. On parlera dans un instant justement des leviers qu'on peut peut-être potentiellement activer. Tu parles du solde restendu. 2 secondes. C'est du jargon pour ceux qui. C'est une assurance finalement qu'on prend généralement quand on fait un prêt plus jeune, c'est ça? Ouais, une assurance solde restendu, c'est une assurance qui va couvrir le montant de ton crédit en cas de décès. En cas de décès. Voilà. Ok. Et donc forcément, quand tu es plus âgé, c'est plus cher. Plus t'es vieux, plus ça coûte cher. Et donc là, le taux alors est plus élevé. C'est ça. Ok. Mais intéressons-nous 2 secondes alors aux critères finalement sur lesquels les banques se basent quand on est plus âgé. Quels sont ces critères C'est toujours les mêmes critères, donc en fait tu as toujours cette notion donc, de quotité. J'ai besoin de rappeler ça ou pas? Rappel. La répétition est l'âme de l'enseignement, je l'ai déjà dit. C'est très beau ce que tu dis. Donc effectivement, la quotité c'est quoi? Donc c'est le montant des garanties que tu amènes par rapport au crédit que tu fais. Cette quotité doit être de 90%, ok. Quand tu achètes pour ton premier bien, de 80% quand tu achètes un deuxième. Donc ça c'est la première chose. Donc tu dois amener des garanties en cash ou via des garanties immobilières, je l'ai déjà expliqué dans d'autres émissions. La deuxième chose, c'est effectivement ce qu'on appelle le taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, c'est le montant de tes crédits par rapport à ce que tu gagnes par mois. Et tu as le minimum vital, donc ce qui doit te rester entre guillemets quand tu as payé tous tes crédits, ce qui doit te rester pour vivre. Et ça c'est classique finalement, même pour des personnes plus jeunes, c'est la même chose. C'est pareil pour les personnes plus jeunes, les personnes plus âgées. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est que quand tu es plus âgé, forcément, si ton crédit va au-delà de 65 ans, on va tenir compte de tes revenus maintenant, oui, mais on va aussi tenir compte de tes revenus après 65 ans, de ta pension, parce que forcément ça va impacter le remboursement de ton crédit. Et donc là, la banque peut avoir accès notamment à un site aujourd'hui qui est super bien fait, et on peut inviter aussi les gens à se connecter sur MyPension, je pense. MyPension, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sorry, je l'ai fait en néerlandais, anglais. Tu choisis la langue que tu veux, David. Et donc là, on a le montant, et c'est sur base de ça finalement que les banques vont se baser, quoi. En tout cas, ça fera partie des critères qu'ils vont regarder, oui. Ok. Moi, je trouve ça amusant parce que tu es extrêmement positif, mais mon expérience, elle l'est moins. Du coup, il faut qu'on discute après l'émission. Non, pendant l'émission. Elle sert aussi à ça, l'émission. Mais je vois quand même beaucoup de gens qui ont énormément de difficultés à contracter un crédit à partir au-delà de 45. C'est compliqué, peut-être parce qu'ils n'ont pas ces assurances. À cause de quoi alors? Peut-être parce qu'ils n'ont pas les assurances groupes, peut-être parce qu'ils n'ont pas de cash ou autre. Je ne sais pas quelle est ton expérience. À mon avis, ce qui se passe aussi, c'est qu'en grandissant, en vieillissant, on veut plus vivre dans un petit appartement, une chambre, on veut 2 chambres, 3 chambres, beau quartier. Et donc, en fait, avec l'âge, on devient plus difficile. Et on se dit, tu sais quoi, je préfère louer que d'acheter quelque chose qui n'est pas dans un beau quartier. Donc là, il faut pouvoir aussi redescendre son niveau d'exigence, et acheter, ça reste la meilleure chose pour assurer les vieux jours, parce qu'on sait bien que les pensions d'année en année vont diminuer. Et ton bon plan dans ce cas-ci que tu as évoqué dans un autre épisode peut être intéressant aussi, c'est plutôt peut-être d'acheter pour louer et alors de louer finalement l'habitation dans laquelle on pourrait potentiellement vivre. Clairement. Pardon. Vas-y, si tu veux. Je veux dire, ça dépend aussi de la région, parce qu'effectivement, ici, on a quand même un plateau bruxellois, si je peux dire ça. À Bruxelles, c'est peut-être vrai. À Liège, tu trouves encore des choses super sympas, dans des quartiers qui sont dans des prix, je vais dire, plutôt abordables. Et ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que tu as aussi l'effet inverse. Tu as aussi des gens qui ont des fois aussi une maison et qui vont plutôt vers quelque chose de plus petit, parce que justement, ils n'ont plus d'enfants, il n'y a plus personne à la maison, ils n'ont plus envie de s'occuper du grand jardin, et ils vont plutôt vers un bien qui est plus petit, qui coûte en général peut-être moins cher aussi. On parlait de la santé finalement beaucoup, et c'est un peu ça aussi qui va déterminer beaucoup de choses. La banque, elle peut demander quoi? Elle peut aller jusque où finalement par rapport à la santé, Evelyne? Moi, j'ai déjà eu le poids. Le poids, oui. Combien tu pèses? Bon, si tu fumes, ça, c'est oui. Si tu fumes, c'est un classique, mais je trouve que dans les questions par rapport à la santé, ils vont très très loin. Et si ils ont le droit? C'est légal? En fait, il te pose des questions. Si tu coches que tu es en bonne santé, ça va pas plus loin. Si certaines réponses sont négatives, il y a un check-up chez le médecin. Et tu fais pipi, prise de sang, ils y vont à fond. Si tu le fais pas, t'es pas assuré. Mais tu viens de dire, si on coche, alors d'office tu vas et tu coches je suis en bonne santé.
Non, ça c'est la mauvaise idée, parce que tu déclares quelque chose de faux, tu ne seras pas couvert et bonjour les ennuis. Ouais, après une crise cardiaque à cause du poids, tu peux pas l'anticiper. Tu peux dire moi je me sens bien, je suis en forme, je coche. Non, mais la banque elle calcule toujours un facteur de risque en fait. D'accord, c'est toujours des facteurs de risque et pour la santé également. Anthony, ça peut aller vraiment très loin, parce qu'on parle effectivement de aller pipi dans un bocal ou juste à check-up chez le médecin, ça va encore. Mais moi j'ai des clients qui ont dû faire électrocardiogramme, tout ce que tu veux, test à l'effort, tout ce que tu veux, parce qu'effectivement, à partir d'un certain âge où effectivement, si tu coches une case et t'as vraiment pas intérêt à mentir, ça c'était vraiment un truc, mentir sur son questionnaire, il n'y a rien de pire. Parce qu'en cas de décès, la banque ne paiera pas, donc tu n'auras pas une assurance pour rien. Mais on peut aller très loin, jusque effectivement prise de sang, électrocardiogramme, tout ce que tu veux, quoi. Mais donc ça peut aider finalement de préparer un dossier dans lequel on met tous les check-up, tous les examens qu'on a fait et arrive à la banque. Ou alors on va à la banque, on attend de voir ce qu'ils demandent et on fait ça après. Ou alors ça peut être intéressant de faire l'inverse finalement, de tout préparer et d'arriver en force. Moi je le ferais pas, parce que je trouve que le banquier avec qui voit que tu arrives avec un dossier médical, ça pourrait l'inquiéter. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça une démarche trop proactive que pour être crédible. Au niveau santé, il faut rien préparer. Vraiment? Ouais, la banque va de toute façon poser des questions et refaire un check derrière, donc c'est pas... ton dossier administratif doit être prêt, mais ton dossier, ton bilan de santé... Tu laisses ça à la banque. Parce qu'en fonction des capitaux que tu empruntes aussi, tu as certains tests qui sont plus importants que d'autres. Forcément, tu vas emprunter pour 100 000 €, on va dire, pour 100 000, on peut, entre guillemets, peut-être prendre un peu plus de risques. Tu vas emprunter pour 1 million, on va dire, écoute, si on doit assurer 1 million, on va aller chercher des tests importants au niveau de la santé. La durée du crédit, j'imagine, quand on a plus de 50 ans, on emprunte sur combien d'années on peut emprunter jusqu'à... On n'était pas d'accord avec Evelyne, j'allais répondre. Non, mais alors allez-y. Vas-y. Moi, je trouve qu'au-delà de 20 ans, ça devient dans les faits compliqué. Ou alors, tu es accompagné par un super courtier, mais dans la réalité, la majorité des gens se font recaler. Dans ta réalité à toi, Anthony? Dans ma réalité à moi, on peut aller, il n'y a pas d'âge limite. On a un organisme avec lequel on peut bosser qui va jusqu'à 99 ans. Alors, évidemment, c'est peut-être plus compliqué, comme tu dis, au niveau santé, etc. Mais par contre, des crédits, je veux dire, de personnes qui ont 50 ans et qui vont jusqu'à 80 ans, oui, on en fait plein. Donc on peut emprunter sur 30 ou 40 ans 40 ans ça devient compliqué, c'est mais je veux dire, allez, 25, 30 ans qui sont des durées de crédit, je dis plutôt normales, on y arrive encore. Et même quand tu as encore 50, 55 ans. Il y a une pratique qu'on a évoquée en préparant l'émission aussi, la possibilité de payer finalement beaucoup plus de mensualités au départ et d'avoir des mensualités dégressives finalement. C'est une pratique aussi qui peut aider, Ken? Oui, il y a celle-là et il y a aussi la constitution d'un crédit bullet éventuellement. Okay. Parce que quand tu as 55, 60 ans, normalement tu vas toucher une assurance groupe à tes 65 ou 67 ans qui est connue. Et donc la banque peut te prêter du capital. Tu ne dois pas rembourser le capital jusqu'à ce que tu touches ton assurance groupe. Donc tu ne payes que des intérêts toute la durée du crédit, ce qui est beaucoup plus facile pour accéder à la propriété et à payer. C'est beaucoup moins cher de payer des intérêts que capital et intérêts. Et dès que tu touches ton assurance groupe, tu rembourses le capital, ou en tout cas une grosse partie. Moi je trouve ça top. Le crédit bullet, je le recommande à tous les boomers. Vraiment, il faut absolument le faire pour t'alléger la charge mensuelle ou alors à emprunter plus. C'est un super levier. Anthony, moment vulgarisation rapidement en une phrase. Crédit bullet, on rappelle même si on l'a déjà évoqué et qu'on mettra la définition en commentaire évidemment de cette vidéo. Un crédit bullet, c'est un crédit en fait sur lequel tu ne rembourses que des intérêts et au terme de ce crédit, tu rembourses le capital d'un coup. D'accord. Et alors là, par contre, effectivement, quand on a 50 ans, ça va encore, 55 ans, ça va encore. Maintenant, le problème, c'est que quand tu arrives proche, effectivement, de cette date-là, mais ton bullet risque d'être court aussi, puisque le capital, par contre, de ton assurance groupe, tu touches ça à 65 ans. Ça, c'est la loi, on va dire, ok, tiens, voilà quoi, entre guillemets. Par contre, les bullets, sauf erreur de ma part, tu fais pas du 20 ou 30 ans. Hein. C'est assez. C'est 15 ans, c'est limité. Alors, mais c'est intéressant. Alors, c'est 10 ou 15 ans maximum, sauf via des assurances groupes. Il y a certaines compagnie qui accepte que tu ailles au-delà de ça parce qu'ils savent bien que tu continues à cotiser dedans. Petite observation quand même après tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a des idées reçues et on voit avec toi Anthony notamment avec ton expérience que parfois les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, donc il faut quand même toujours consulter et voir la réalité d'aujourd'hui et on sait que dans ces milieux-là tout évolue très très vite et donc c'est important vraiment de ne pas se fier à ce qu'on peut entendre et toujours consulter, avoir l'avis de plusieurs personnes aussi puisque visiblement selon les expériences on vit des choses différentes. Oui, ne pas se fier à un nom et surtout sortir du classique bancaire et aller vers les courtiers, c'est essentiel. Ah ben depuis que vous discutez tous les deux, il se passe quelque chose. Hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal. C'est depuis qu'elle a 50 ans, il y a quelque chose, je sais pas. Ouais, l'année de la maturité, on peut appeler ça l'année de la maturité, je sais pas. Sérieusement, c'est la recommandation que je fais toujours à mes clients. Allez voir des courtiers et si une banque vous dit non, parce qu'ils commencent quand même par la banque, parce qu'ils y sont, parce que les parents sont à la banque, mais ne vous arrêtez pas à un nom. Et constituez un beau dossier administratif. Dans l'épisode sur l'accès à la propriété pour les jeunes, on a parlé évidemment de faire appel aux parents finalement pour aider. Imaginons l'inverse maintenant. Est-ce qu'on peut faire appel aux enfants? Si oui, comment, Ken?
Ouais, tu peux, il y a des maisons à Bruxelles où c'est très possible de faire 2 unités dans la maison. Et donc tu peux très bien acheter avec tes parents, tu les mets en bas et toi tu vis à l'étage. Si la cohabitation est agréable évidemment, et il faut que beau papa ou belle maman soit sympa. Mais c'est possible, et donc tu peux acheter très bien une maison unifamiliale avec tes parents et chacun prend son pourcentage de propriété dedans. Mais c'est d'ailleurs une tendance de marché. Tu parles de la famille, mais moi j'ai eu plusieurs fois des personnes qui viennent, des copains qui veulent acheter une maison ensemble parce qu'ensemble ils ont accès à une chouette villa ou une chouette maison qu'ils n'auraient pas autrement. Donc c'est quand même chaud. Hein. Et si on ne veut pas habiter ensemble, qu'on veut juste devenir propriétaire parce que, et on veut faire appel aux enfants, qu'est-ce qu'on peut faire En fait, même chose que dans l'autre sens. Donc si les enfants, par exemple, eux, ont peut-être, je sais pas, été plus éduqués financièrement, qu'ils ont déjà peut-être un bien, etc., on peut le mettre en garantie, c'est une première chose, donc pour financer aussi une partie de l'immeuble. Deuxième chose, tu peux aussi emprunter avec les enfants, donc dire ok, et ça d'ailleurs c'est utile aussi dans la transmission de patrimoine, quand tu veux léguer, enfin tu sais, imagine que tu es enfant unique par exemple, et tu sais que tes parents vont de toute façon te léguer cette maison-là, bah, tu peux très bien dire ok, papa, maman, je sais que pour vous c'est un peu compliqué, je vais emprunter, donc il faut que l'enfant prenne au moins 25% du bien, ça c'est l'obligation pour pouvoir rentrer dans l'équation, si je peux dire ça. Une fois que ces enfants ont une partie, bah, ce qui est cool, c'est que au moment de l'héritage, ils vont récupérer, ils ont le droit de succession seulement sur la partie qui ne leur appartient pas. 2, on va tenir compte non pas de l'âge des parents, mais de l'âge des enfants pour la durée de crédit. Et donc ça apporte certaines facilités. Et aussi. pourquoi il est obligé de prendre 25% ? Je réfléchis vraiment bêtement. Vous savez, moi je ne connais rien, je ne sais rien. Je veux devenir propriétaire, il me reste potentiellement sur papier 20-30 ans à vivre, mais j'ai un enfant derrière qui pourrait potentiellement, à mon décès, forcément hériter de la maison et donc y habiter. Pourquoi est-ce que la banque finalement ne pourrait pas se contenter d'une signature de l'enfant qui dit au décès, je prends le crédit à ma charge, et donc il n'y a plus cette problématique de la durée de vie finalement qui rentre dans l'équation, puisqu'on a l'enfant derrière qui peut enchaîner. Parce que tu as justement, donc déjà tu as une notion de droit de succession, et ça c'est la loi entre guillemets, D'accord. et 2, 25% en fait c'est pour faire en sorte que les revenus de l'enfant puissent rentrer dans l'équation, ce qui est super cool, puisque du coup quand la personne arrivera à la pension, c'est pas grave, il y a encore les revenus de l'enfant qui sont là pour compléter justement ce crédit. On parle de 25, mais potentiellement l'enfant peut prendre plus, voilà. Minimum 25. Et ça peut être donc intéressant pour les droits de succession, et donc on vous invite aussi à aller voir et réécouter l'émission qu'on a faite sur les droits de succession et donation, puisqu'alors les droits se joueront sur 50% ou 75% en fonction de... Exact. Ok, pas mal, il est bon celui-ci, il est bon. Mais si tu aimes tes enfants, tu fais pas ça. Hein. Non. Evelyne, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu les bloques, parce que la vie évolue, ils peuvent se marier, ils peuvent divorcer, ils peuvent avoir des projets, faire une entreprise, ils sont bloqués, ils savent plus utiliser leurs propres biens, par exemple, qu'ils ont mis en garantie pour leurs enfants. D'ailleurs, pour une fois, et c'est bien une belle décision des banques, pour une fois que je les soutiens, certaines banques refusent que les parents ou les enfants se portent caution, parce que ça t'empêche de vivre. Donc oui, sur papier c'est magique, mais franchement moi je le déconseille. Tu lèves les yeux, Anthony. De nouveau, elle a raison dans certains cas et elle a tort dans d'autres. Je trouve que ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de l'âge des parents. Et puis c'est con, mais aussi des fois où tu as des familles où tu sais aussi, alors c'est un peu glauque d'en parler, mais sorry, c'est comme ça que ça se passe, où tu sais qu'il va y avoir un héritage. Sorry, t'as les parents, et parce que maintenant, on vit de plus en plus vieux, et donc des fois t'as les parents et t'as les grands-parents encore. Et donc des fois aussi, voilà, tu parlais du crédit bullet tout à l'heure, des fois tu peux aussi faire un bullet en prévoyant, si je peux dire ça, qu'il y aura un héritage à un moment donné. C'est triste d'en parler et je sais que c'est un peu cru, mais c'est la vérité. Donc tu bloques pas forcément les gens, et oublie pas aussi que quand c'est une situation aujourd'hui n'est pas la situation de demain. L'avantage à ce qu'il y ait les deux dedans, c'est que tu peux aussi faire une sortie de la division et de dire ok, à un moment donné l'enfant peut se retirer en disant en gros une sortie de la division, c'est les parents qui disent ok, t'avais 25% de mon bien, j'en ai plus besoin pour l'instant, enfin j'ai plus besoin de toi parce que finalement tout est bon, j'ai un héritage, enfin voilà, j'ai trouvé des moyens de financer mais tout seul, on sort la personne. Et c'est bon. Oui, moi je suis pas une fan dans l'achat immobilier d'être lié, que ce soit vraiment en couple, en famille ou autre. Vraiment, j'ai vu trop de gens qui se disputaient, c'était l'enfer. Et tu perds quand tu revends ou autre. Je suis d'accord avec toi, c'est beau, mais 20 ans de métier, j'ai pas vu. C'est pas les cas que j'ai vus le plus souvent. En vrai, il y a des familles qui ont moins de moyens aussi, et donc tu peux avoir des enfants qui n'ont pas les moyens d'acheter, les parents qui n'ont pas les moyens d'acheter, mais ensemble ils peuvent le faire. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'à un moment donné, les grands-parents, et en Belgique, ça arrive souvent qu'on met les grands-parents dans une maison de résidence, tu vois, un home. Et ce qui se passe, c'est que si tes parents ont 25% de propriété, tu peux racheter cette propriété à seulement 1% de droit d'enregistrement. Parce que comme tu es déjà propriétaire du bien dans lequel tu vis, tu ne payes qu'1%. Et donc tu récupères cette partie à 1% de droit d'enregistrement. Et tes parents qui récupèrent le capital peuvent se payer un home avec ça. Donc dans une situation familiale où les enfants
peuvent pas y arriver tout seuls, les parents non plus. Ensemble, on peut y arriver et on sait s'en sortir facilement. Le jour où il faut placer les parents dans un home. C'est bien expliqué, c'est un peu technique. On vous invite, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, à vraiment mettre en commentaire vos questions, vos réactions. Poliment. Et alors, oui, poliment, oui, parce que voilà, Ken sur certaines vidéos prend très très cher. Voilà, on est là. Il n'est pas venu ici pour souffrir. On est là pour vous aider, les amis. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est parfois prendre des courts extraits, d'aller chez votre banquier. Écoutez, j'ai vu dans le rendez-vous des propriétaires Ken qui a dit. Non, mais c'est vrai, ça pourrait être comme ça aussi. Je ne comprends rien à ce qu'il a dit, mais visiblement ça cartonne son idée. Donc expliquez-moi. Donc vraiment profiter de cette émission-ci. On est pris par le temps, malheureusement. On n'a que une demi-heure max pour évoquer le sujet. Et tout doucement, on arrive à la fin déjà de cet épisode. Alors je sais qu'il y a la patronne de ce projet qui voulait absolument qu'on parle d'un truc, c'est du nantissement sur l'assurance vie. Je me tourne vers toi, Anthony. Un petit mot d'abord sur le terme nantissement. Alors, et nantissement sur l'assurance vie. Donc en fait, le nantissement, c'est le fait de mettre des capitaux qui sont déjà constitués. Tu vois, ça peut être par une épargne que tu as fait toi-même, ça peut être dans une assurance groupe, ça peut être dans des capitaux de pension, peu importe. Ce qui est chouette, c'est que ce nantissement, en fait, le fait de nantir, ça va être d'utiliser le capital qui est déjà dedans comme garantie, si tu veux. Donc imagine, je reprends l'exemple chiffré que j'ai utilisé la dernière fois, tu vas acheter un appartement à 100 000 €, pas à Bruxelles, j'ai compris, un appartement à 100 000 €, tu dois mettre les frais de notaire, admettons, de ta poche, on va te demander 10 ou 20% de la somme, donc autrement dit 10 ou 20 000 €, si ils sont déjà constitués sur une assurance groupe qui a été payée par ton employeur, en plus, pas par toi, c'est ton employeur qui l'a fait, tu peux montrer à la banque et dire, écoutez, regardez, je les ai, prêtez-les-moi. Et ce qu'on peut faire aussi dans certaines assurances groupes, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend de plein de trucs, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, tu peux aussi demander ce qu'on appelle une avance. Donc tu peux aussi retirer une partie de ces capitaux tant que tu prouves que c'est pour de l'immobilier. Et là, ça peut être pour financer des frais de notaire, tout ce que tu veux, qui est dans le milieu, des travaux chez toi, une piscine, et dans l'espace économique européen. Donc si tu vas acheter en Espagne, tu peux par exemple. Il y a de la concurrence sur les bons plans. Fais attention, Ken. Ça sent le million là-bas, ça sent le million. Je te le dis. Bon, c'est déjà l'heure tout doucement de se dire au revoir. On va faire un dernier tour de table, c'est le rituel pour terminer. Est-ce qu'on a tout dit ou pas? C'est le moment de réagir et de vous exprimer, les amis. Anthony. Je voulais juste revenir sur un point que tu as un peu abordé, mais pas assez, je trouve. C'était ce côté de fonctionner par avance. Donc en fait, ce qui est possible de faire, c'est que quand tu as 50 ans, on peut très bien dire, voilà, on va prendre une grosse partie de ton crédit jusqu'à tes 65 ans, ou tant que tu as entre guillemets un salaire qui est relativement important, tu peux payer effectivement plus de capital. Et à partir de tes 65 ans, quand justement tu as des revenus de pension qui sont beaucoup plus bas en général, c'est comme ça, alors on peut partir sur une durée qui est peut-être un petit peu plus longue pour alléger justement la charge et que tu puisses continuer à payer même avec ta pension. Merci pour ce complément d'information, monsieur Urbain. Evelyne Hillen. Moi, tu me connais, c'est le mental. Parce qu'en général, quand tu n'es pas encore propriétaire à 50 ans, tu es dépité. Tu vois, les prix sont pharaoniques. Tu te dis que tu aurais dû acheter il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc souvent, ce qui manque, au-delà du crédit, c'est le courage. Donc j'ai envie de vous motiver, vous dire oui, c'est possible. Merci pour cette note d'encouragement et d'espoir, Evelyne. Et puis Ken Van Petegem sans son papillon, ça me perturbe. Puisqu'on le rappelle, tu es le directeur de WeInvest Bruxelles. Et chez WeInvest, on a tous des petits nœuds papillons. Le dernier mot pour toi? Si on n'est pas encore propriétaire à 50 ans, c'est un problème. Donc il faut vraiment... Je vais parler aux jeunes là. À Bruxelles, en tout cas, il y a plein d'aides. Il y a le fonds du logement. Il y a des banques qui aident quand même. Il faut, dès que vous pouvez, acheter quelque chose. Si ce n'est pas le cas encore à 50 ans, il faut acheter rapidement parce que c'est la meilleure épargne pension que vous puissiez faire dans l'immobilier. Donc, dès que vous pouvez acheter, il faut le faire. Bon, je vais quand même dire aux plus de 50 ans qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ne sont pas propriétaires, les amis, vous suicidez pas. Je veux dire, à un moment donné, oui, c'est dommage, mais vous avez certainement bien vécu et au final, c'est peut-être ça le principal. Bon, les amis, merci pour votre participation dans ce nouvel épisode. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode et on vous donne rendez-vous à vous sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer aussi, pour nous écouter, nous regarder. Plein de contenu aussi sur les réseaux sociaux, sur le RDV des proprios, sur Instagram, on partage plein de contenu. On compte sur vous pour mettre un max de follow, un max de commentaires et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode et évidemment on remercie nos partenaires Eloya et PNV.